Bon, alors, pour que vous ne perdiez pas votre entraînement, on va revenir vers les silex. Et donc, nous avons maintenant une présentation de Marie Soressi, qui est professeure à l'université de Leiden, aux Pays-Bas, et qui a travaillé pendant très nombreuses années sur la période qui nous occupe aujourd'hui, qui a fouillé des sites très importants, en particulier le site des Côtés, et voilà, qui va nous présenter ses vues sur, en fait, l'évolution de ces assemblages lithiques et de ces, alors on ne sait pas, est-ce que c'est des cultures, des groupes ethno-linguistiques pendant cette période. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureuse et en fait je suis ravie d'être ici, de pouvoir parler pour une fois dans ma langue face à un large public. Donc merci beaucoup à Jean-Jacques de m'avoir invité. Dans cette présentation, je vais discuter de l'évolution de notre compréhension de la transition paléolithique moyen, paléolithique supérieur, évidemment, et cela au cours des 25 dernières années. Et pourquoi les 25 dernières années? Eh bien parce que ça correspond à ma carrière, en fait, depuis le début, depuis le travail de thèse jusqu'à aujourd'hui. Donc évidemment, je vais vous donner des exemples qui sont basés sur ce que je connais le mieux, donc mon travail et le travail auquel j'ai pu contribuer. Donc, vous le savez déjà, pendant longtemps, les industries du paléolithique moyen étaient perçues comme étant peu diversifiées, avec des productions d'éclats ou de bifaces, par opposition à un paléolithique supérieur caractérisé par la production d'outils standardisés, diversifiés, aussi bien en silex, en os, en ivoire, en bois animal, et l'apparition d'armes composistes et des réseaux d'échanges étendus. Et dans les années 90, lorsque j'ai commencé mes recherches, la transition était souvent envisagée comme un épisode relativement bref, marquant le remplacement des Néandertaliens par les hommes modernes. Et cette vision avait été popularisée notamment par un ouvrage s'intitulant « The Human Revolution ». Et donc, évidemment, tout était dans le titre « The Human Revolution ». Et donc, à ce moment-là, une rencontre qui est pensée comme inéquilibrée entre Néandertal et les hommes modernes. Et puis, en Europe occidentale, en France et dans le nord de l'Espagne, le châtel péronnien apparaissait comme l'étape clé et surprenante aussi de cette transition. Jean-Jacques l'a redit abondamment ce matin, car on avait là une industrie du paléolithique supérieur avec des restes néandertaliens et aussi de la parure. On va y revenir un peu plus tard avec Solange. Donc les questions que je voudrais poser aujourd'hui, ou la question que je voudrais poser aujourd'hui est donc la suivante. Qu'avons-nous appris au cours de ces 25 dernières années? Qu'est-ce que j'ai appris au cours de ces 25 dernières années? Et comment ces nouvelles données ont-elles transformé notre compréhension? Généralement, vous allez le voir et vous l'avez déjà compris, on est passé d'explications centrées sur une opposition supposée entre deux humanités, l'une néandertalienne, l'autre moderne, à une vision qui met davantage l'accent sur la diversité des populations humaines et sur leurs interactions. Et le premier point que je vais aborder est celui de la présence dans le moustérien d'industries standardisées, planifiées, diversifiées. Et pour ce faire, je vais revenir à mes travaux de doctorat. Quand je travaille sur ma thèse, je suis entre 5 et 10 ans après la publication de cet ouvrage, The Human Revolution, et un article joua alors un rôle important dans la remise en question de ce modèle. Cet article était consacré à l'Afrique et il portait un titre provocateur, « The Revolution That Wasn't ». Et c'est donc dans ce contexte intellectuel que j'ai travaillé sur ce que je considérais alors comme étant les derniers Néandertaliens d'Europe occidentale avant tout contact possible avec des hommes modernes, c'est-à-dire le moustérien avant le châtel péronnien. Alors, j'ai reconstitué des chaînes opératoires sur de nombreux sites, et notamment des chaînes opératoires de petites pièces bifaciales
provenant de plusieurs sites du sud-ouest de la France datés d'environ 50 000 ans. J'ai mis en évidence une remarquable standardisation. D'un site à l'autre, les mêmes principes de fabrication étaient appliqués, avec par exemple, et notamment, des longueurs de bord et des angles très similaires sur les bords. Par exemple, quand je dis des longueurs de bord sont similaires, d'un site à l'autre, il y a simplement une dizaine de millimètres de différence. Et pour les angles, qui sont très importants pour ce qui est des questions de coupe, quelques degrés de différence seulement. Ces bifaces étaient par ailleurs pensés pour être affûtés à plusieurs reprises, tout en conservant leurs propriétés fonctionnelles. Cette durabilité supposait une forte anticipation et un savoir-faire technique élaboré. Alors là, vous voyez, ces deux pièces, ce sont deux bifaces différents. Et vous voyez que quand je les mets les uns sur les autres, ils ont exactement, pratiquement, les mêmes bords, en tout cas dans la partie active, qui est la partie de part et d'autre de la pointe. Et puis je vais en rajouter, et vous allez voir, ça continue. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de l'utilisation et du réaffûtage de l'objet, la partie active de l'objet reste la même. Et c'est la partie préhensive qui diminue. Et c'est bien là le plus important, parce que ça veut dire que la plupart des activités que vous faites avec le biface de grande dimension peuvent être poursuivies de la même manière avec le biface de petite dimension, sans avoir à remanufacturer un biface. Manufacture qui d'ailleurs est complexe, parce qu'une telle chaîne opératoire nécessite beaucoup d'anticipation et une erreur lors du début de la fabrication, ou même au milieu, ou même lors du réaffûtage, compromet les réaffûtages ultérieurs. Ces outils polyvalents pouvaient être utilisés dans des activités très diverses, en des coupes profondes, superficielles, rentrantes, sortantes. Par ailleurs, l'étude de plusieurs sites m'a permis de montrer que chacun de ces sites ne jouait pas le même rôle. Sur certains sites, seules les premières étapes de fabrication étaient réalisées. Sur d'autres, on retrouve les outils complètement terminés. Et ailleurs encore, on a toute la chaîne opératoire. Donc en fait, on est là dans une situation où on a des sites qui apparaissent comme des éléments complémentaires d'une organisation dans le territoire, à grande échelle. Et organisation qui, elle aussi, nécessite anticipation et planification des déplacements. Les bifaces ne sont pas les seuls témoignages de la complexité technique observée dans ces assemblages moustériens. Dans les mêmes contextes, nous avons identifié des outils en os façonnés, destinés au travail des peaux. Il s'agit d'outils façonnés sur des côtes d'herbivores, la plupart du temps des bisons, avec une pointe ogivale, et ces outils sont extrêmement efficaces pour travailler la peau. Pour quelle raison ? Parce qu'ils sont à la fois souples et résistants, et bien évidemment non tranchants. Et ces objets sont tellement efficaces qu'en fait, ça fait partie des catégories d'objets qui ont traversé les âges. Et aujourd'hui, dans certains ateliers très spécialisés, par exemple l'atelier d'Hermès, c'est pour ça que j'ai mis le sac d'Hermès, on retrouve encore des objets très proches de ceux-là, dans la même matière, en os et les mêmes types de morphologie. Ce type d'objet, Tsenka Tsanova et son équipe en ont découvert en Bulgarie à 45 000 ans, façonné, utilisé par des hommes modernes. Et là, ici, on est en contexte moustérien, où on pense que nous sommes avec des Néandertaliens. Est-ce une technologie qui a été plusieurs fois inventée? Est-ce une technologie qui a été transmise d'un groupe à l'autre? Pour le moment, je crois qu'on ne sait pas. On est encore au début de notre enquête. Ces mêmes assemblages moustériens, datés d'environ 50 000 ans, ont également livré du dioxyde de manganèse.
Ce dioxyde de manganèse est une roche noire. Vous en voyez un exemple, un petit bloc au milieu de la diapositive. Et cette roche noire était réduite en poudre. Longtemps, on a pensé, et on pense toujours d'ailleurs, que ces roches noires ont probablement été utilisées comme colorants. Mais on s'est rendu compte que ces matériaux possédaient une propriété remarquable. Lorsqu'ils sont mélangés à de l'amadou, ils permettent de réduire d'environ 150 degrés la température nécessaire à l'ignition et permet d'obtenir du feu jusqu'à 7 fois plus rapidement. Quelques années plus tard, avec l'un des doctorants de Leiden, Andrew Sorensen, nous avons montré que certaines des traces observées sur les bifaces de ces mêmes assemblages pouvaient résulter de leur utilisation contre de la pyrite pour produire des étincelles. Donc on est là dans un contexte où, en plus de ces technologies diversifiées et complexes, on a aussi certainement de très bonnes indications de la production du feu à volonté. En réalité, c'est parmi les contextes les plus anciens que l'on connaisse avec ces évidences, avec ces éléments connus. L'utilisation du feu, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps. La production du feu, c'est quelque chose de complètement différent. Et évidemment, être capable d'allumer un feu quand vous en avez envie, quand vous en avez besoin, constitue un avantage majeur. Cela augmente l'autonomie et la mobilité des groupes, en les affranchissant de la nécessité de conserver ou de transporter une source de feu. Donc ces différents résultats convergent vers la même conclusion. Dans ces assemblages moustériens, datés d'environ 50 000 ans, on observe une forte standardisation des outils, une planification à long terme, l'utilisation de technologies spécialisées, y compris sur os, et probablement une maîtrise de l'allumage du feu à la demande, ainsi qu'une véritable organisation de l'habitat avec des sites dont les fonctions varient dans le territoire. En 2016, avec mon superviseur de l'époque, Will Rubrooks, nous publions un article intitulé « Neanderthals Revised ». Et notre conclusion est simple. Les différences biologiques et comportementales entre Néandertaliens et Homo sapiens apparaissent désormais beaucoup moins importantes qu'on ne l'avait longtemps imaginé. Pour moi, à partir de ce moment-là, il ne me semble plus possible d'expliquer la transition par une supposée supériorité cognitive des hommes modernes. Si les différences cognitives ne suffisent plus à expliquer la transition, il faut donc chercher ailleurs. Du côté des dynamiques démographiques, des interactions entre populations, des réseaux de circulation, de techniques et d'idées. Et je vais y revenir. Mais avant d'aller chercher ailleurs, je voudrais vous dire ce que l'on sait de ce qui se passe immédiatement après, dans le sud-ouest de la France, après ces industries à bifaces. Eh bien, en fait, quand je travaille sur ma thèse, et pendant les 15 ans qui ont suivi, ce qui se passe après, c'est complètement différent. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, c'est complètement différent. Les bifaces deviennent rares ou disparaissent presque complètement. Les outils à un os, on n'en connaît pas. L'utilisation du dioxyde de manganèse semble cesser. Et on n'a plus d'indice de différenciation fonctionnelle des sites. Donc on passe d'un système qui paraît très complexe à un système qui paraît beaucoup moins complexe, en fait. Donc on n'a pas de linéarité. Et à leur place de ces bifaces, plein de choses réapparaissent, se redéveloppent, plein de types de débitage, d'ailleurs des types de débitage qui sont connus avant, et aussi un type de débitage qui ne l'est pas vraiment, à mon avis,
et qui sont des productions de supports allongés. À l'époque de ma thèse, je parle d'éclats allongés, obtenus selon des méthodes qui, moi, à l'époque de ma thèse, me semblent correspondre à ce que l'on trouve aussi dans le paléolithique supérieur. Bref, un mystère. Et à la fin de ma thèse, j'obtiens l'accès aux collections d'un site châtelleraunien important, qui s'appelle Quincé, dans le centre-ouest de la France, où on a plus d'1 mètre de châtelleraunien, une situation un peu similaire à celle d'Arcis-sur-Cure, dont va parler Juliette après. Et ces collections seront étudiées en détail, grâce au soutien de Jean-Jacques Hublin, par Morgan Roussel. Et Jean-Jacques Hublin étant à l'époque le superviseur de Morgan. À partir de 2006, toujours avec le soutien de Jean-Jacques Hublin, je reprends les fouilles sur le site des Côtés. Et le site offre une séquence exceptionnelle couvrant le moustérien, le châtelleraunien, le proto-aurignacien, l'aurignacien ancien. Dans les premières années, nous nous concentrons surtout sur les niveaux aurignacien, puis à partir de 2014 sur le châtelleraunien. Et dans ses travaux, Morgan Roussel confirme que le châtelleraunien possède toutes les caractéristiques d'une industrie paléolithique supérieure et ne correspond pas à une industrie transitionnelle entre 2 mondes techniques, pas du tout. Dès la fin de ma thèse, l'étude de ce moustérien final dont je vous ai parlé, avec des produits allongés, m'avait conduit à soutenir une hypothèse ancienne, formulée dès les années 60, celle d'une origine locale du châtelleraunien, à partir de ces industries moustériennes à éclats allongés dont je vous ai montré des images. En effet, dans ces industries, on a un outillage spécifique, des couteaux à dos, des grattoirs, qui sont aussi des objets que l'on retrouve dans le paléolithique supérieur, et notamment dans le châtelleraunien. Et ce sont aussi, ces industries moustériennes, les seules industries connues à associer des produits allongés et des outils à dos, 2 caractéristiques du châtelleraunien. Ces industries présentent aussi une continuité géographique et se retrouvent souvent dans une succession stratigraphique. À cette époque, l'idée d'une filiation entre ces industries moustériennes locales et le châtelleraunien, local lui aussi, me paraît donc l'hypothèse la plus plausible. Et en 2014, Morgan Roussel et moi-même suggérons dans une communication à colloque que les véritables industries de transition, ce ne sont peut-être pas, et ce ne sont certainement pas les industries châtellerauniennes, mais peut-être ces assemblages moustériens tardifs à éclats allongés. À ce moment-là, ils nous apparaissent comme les meilleurs candidats pour représenter une étape intermédiaire entre le moustérien classique et le châtelleraunien. À ce moment-là de ma carrière, je souhaite, plutôt que d'étudier une seule région, pour moi, il devient nécessaire de comparer les données à l'échelle européenne, voire eurasiatique. Et, coup du sort, peut-être, en 2018, je deviens professeur. Et cela me donne davantage de liberté pour développer de nouveaux projets. Et en plus, à partir de 2020, grâce à un financement dédié, je peux constituer une équipe. Et donc, du coup, au lieu d'être seul ou accompagné de quelques collaborateurs, cette fois-ci, j'ai une véritable équipe, des doctorants et des postdocs qui travaillent avec moi et sur une même question. Et l'objectif est désormais de comprendre ces transformations dans un cadre beaucoup plus large que les études précédentes. Les premiers résultats de cette approche à grande échelle ont rapidement réservé quelques surprises. L'étude de plusieurs centaines de milliers d'artefacts, 115 milliers d'artefacts du Baux-de-Lô Béziers dans le sud-est de la France, par Leonardo Carmignani,
montrent que des débitages laminaires, volumétriques, sont déjà présents dans le sud-est de la France il y a près de 200 000 ans. Et plus surprenant encore, dans ces assemblages, des débitages lamellaires apparaissent vers 110 000 ans, soit plusieurs dizaines de milliers d'années avant leur généralisation au Paléolithique supérieur. Il y a un nombre conséquent de nucléus et un nombre conséquent de lamelles. Donc, ces résultats montrent que certaines innovations techniques traditionnellement considérées comme caractéristiques du Paléolithique supérieur possèdent en réalité une histoire beaucoup plus ancienne et plus complexe. Dans le même temps, d'autres découvertes suggèrent que les circulations de population et de traditions techniques ont pu être plus précoces que nous l'imaginions. En 2022, Ludovic Simac et ses collègues publient la découverte de dents attribuées à Homo sapiens dans un niveau daté d'environ 54 000 ans, à la grotte Mandrin. Ce niveau a également livré une industrie lithique orientée vers la production de pointes, de micro-pointes, de lames et de lamelles, traditionnellement désignés sous le nom de néroniens. Parallèlement, Leonardo Carmignani, avec moi à Leiden, étudie les assemblages du site d'Ossorosciuto, qui se trouve dans le sud de l'Italie et qui a été fouillé par Anna Maria Ronchitelli. Leonardo identifie une industrie présentant de fortes similitudes avec celle du néronien de la grotte Mandrin. Production de pointes, de micro-pointes, de lames et de lamelles, selon des principes techniques comparables à celles de la grotte Mandrin. Il y a bien sûr des différences. Les crêtes et les tablettes, par exemple, sont rares ou absentes. Et puis, il y a aussi du débitage levallois qui n'existe pas à Mandrin. Mais malgré certaines de ces différences qui peuvent être liées aux matières premières, les ressemblances sont suffisamment nombreuses pour suggérer l'existence d'une tradition technique beaucoup plus largement distribuée qu'on ne le pensait initialement. On est en train là de lier le sud-est de la France avec le sud, la toute pointe du talon de la botte italienne. Donc ces résultats invitent à dépasser les cadres régionaux traditionnels et à envisager des connexions à grande échelle entre différentes régions d'Europe. Et en plus, Leonardo regarde tout ce qui se passe dans le moustérien local, et dans le moustérien local, il n'y a pas d'antécédents. C'est dans ce contexte que Ludovic Simac propose en 2023 un nouveau scénario pour l'arrivée d'Homo sapiens en Europe occidentale. Plutôt qu'une seule expansion, il suggère plusieurs vagues successives de dispersion. La première serait associée à ce néronien, similaire à ce que l'on a retrouvé en Italie. La deuxième serait associée au châtel-péronnien, et en fait une troisième, la dernière, à ce que l'on appelle le proto-aurignacien. Que l'on adhère ou non à ce scénario, il témoigne d'un changement profond de perspective. La transition n'est plus envisagée comme un événement unique, mais comme un processus complexe impliquant plusieurs dispersions, plusieurs épisodes de contact entre populations. Et c'est ce nouveau contexte qui nous a également conduit à réévaluer les origines du châtel-péronnien. En 2024, avec Igor Jakovich et Morgan Roussel, nous écrivons qu'il existe désormais peu d'arguments en faveur d'une origine locale pour le châtel-péronnien à partir des industries moustériennes tardives. Malgré l'accumulation des données, aucune continuité convaincante n'a été mise en évidence. Et donc, à la suite de Simac, mais aussi d'autres collègues, par exemple Jacopo Genai,
nous soulignons les ressemblances entre le châtel péronnien et l'arc marien ancien du Levant. Cette conclusion reflète aussi un changement méthodologique plus général. Après plusieurs décennies de recherche, certaines absences deviennent significatives. Quand j'étais étudiante, plus jeune, on pensait toujours que le registre archéologique était fragmenté, représentait une toute petite proportion de la réalité archéologique. Aujourd'hui, à mon sens, on bascule dans un autre paradigme où on pense, pour plusieurs raisons, qu'on a un registre archéologique que l'on doit interpréter tel quel. Peut-être certainement il manque des choses, mais peut-être pas tant que ça. Donc on est en train de basculer, à mon avis, sur un cadre méthodologique un peu différent, où on tient compte des absences, en fait. Les absences deviennent significatives. Et enfin, plus récemment, Igor Jakovic a étudié les industries lithiques issues des fouilles récentes du Moustier, menées par Brad Gravina, Emmanuel Discamp et Marc Thomas. Et Igor, qui est en thèse à Leiden, a mis en évidence une production de lames, de pointes, de micro-pointes, qui rappelle fortement ces assemblages néroniens, ou du sud de l'Italie dont je vous parlais précédemment. Fait important, ce niveau est directement superposé à une face à biface comparable à celle que j'ai évoquée au début de la présentation. Donc c'est vraiment juste après. Et ceci est daté d'environ 50 000 ans. Donc nous nous retrouvons avec des industries produisant des lames, des pointes, des micro-pointes, aussi bien en Europe occidentale qu'en Europe orientale, entre 45 et 50 000 ans. Et ceci avec des méthodes de type volumétrique, c'est-à-dire souvent associées au paléolithique supérieur. Ces assemblages portent aujourd'hui des noms différents. En Europe occidentale, on parle de moustérien final, tandis qu'en Europe orientale, on parle, ou on peut parler, d'initial paléolithique. Il y a certes des différences, mais également des ressemblances parfois frappantes. Et enfin, on sait que certains de ces sites ont livré des restes humains attribués à Homo sapiens. La question se pose donc de savoir si ces industries, longtemps étudiées séparément, ne participent pas d'un même phénomène à l'échelle européenne, voire eurasiatique. Cette situation, à mon avis, révèle les limites de nos catégorisations et de notre méthodologie actuelle. Puisque actuellement, on est encore obligé d'en passer par une description et une description de ce que l'on observe dans les industries lithiques. On n'a pas encore trouvé de moyen méthodologique qui nous permet de transcrire mathématiquement toute la variabilité et la diversité et la granulométrie que l'on a dans ces industries lithiques. C'est-à-dire que les différences et les spécificités, malheureusement, bien souvent, vont être cachées derrière ces descriptions que l'on est obligé de faire et surtout cachées derrière un nom, une étiquette que l'on est obligé de mettre sur ces assemblages pour pouvoir se comprendre. Alors, je pense que pour mieux comprendre ces phénomènes, je pense et j'espère qu'à l'avenir, on va arriver à dépasser ces catégorisations. Et je pense que ça ne peut se faire qu'en passant par des outils mathématiques. Parce qu'il y a maintenant tellement de données, on sait décrire des chaînes opératoires de manière extrêmement précise, et ça, on sait le faire sur des dizaines d'assemblages, des centaines d'assemblages, et dans chaque assemblage, il y a des milliers de pièces. Donc, c'est très difficile de demander à un chercheur de synthétiser tout cela dans un discours.
on le fait tout le temps, on s'y essaye de notre mieux, mais malheureusement, c'est difficile de transmettre tout ça à un autre chercheur. Et évidemment, quand on veut travailler à grande échelle, ça devient impossible, parce que chaque chercheur ne peut pas étudier avec autant de détails l'ensemble de ses collections à l'échelle européenne. Donc, à mon avis, il n'y a qu'une seule solution. Enfin, la solution que moi, je trouve la préférable et sur laquelle je veux investir du temps, c'est la quantification mathématique et la formalisation mathématique. Et avant de conclure, je voudrais vous donner un exemple d'un travail qu'on a fait récemment avec Jacopo Gennai. On a travaillé avec des analyses en correspondance multiples et on a travaillé sur plusieurs assemblages. Des assemblages attribués aux proto-aurignaciens, des assemblages européens, un français, un italien, un roumain, et un assemblage de Jordanie que l'on sait être contemporain et que l'on sait ressembler fortement aux assemblages européens. Et puis, on a aussi utilisé des assemblages de comparaison pour avoir une comparaison, et voilà ce que ça donne. Donc, je vous donne un graphique. Vous pourrez aller voir tous les autres dans la publication. Ce que vous voyez, c'est que d'abord, vous voyez que donc on a divisé nos chaînes opératoires en 3 domaines. Un des domaines que l'on a regardé, c'est la gestion des convexités. C'est quelque chose de très important quand vous voulez produire des objets en silex. Et vous voyez déjà là, sur ce graphe, une chose qui est importante, c'est que déjà, on a une quantité de variabilité intégrée dans cet outil de représentation mathématique importante. Et ça s'est traduit par le petit pourcentage que vous voyez en bas à droite, où il est écrit 45% pour cette dimension. C'est important, parce que jusqu'à présent, on n'était pas arrivé à encapsuler, contenir autant de variabilité dans une modélisation, formalisation mathématique. Première chose, on a nos assemblages en vert, les assemblages français, et les 2 croix rouges, ce sont les assemblages de Jordanie. Les assemblages européens en vert et les 2 croix rouges, les assemblages de Jordanie. Et puis, vous voyez en jaune, ce sont de débitage laminaire, mais d'une autre industrie du paléolithique supérieur, le solutréen. On a pris celle-là parce que c'était la seule pour laquelle on avait des données disponibles qui nous permettaient de faire ce type d'analyse. Bon, première chose, vous voyez qu'on arrive à distinguer ces débitages laminaires qui finalement produisent tous des lames ou des lamelles. Bon, ces solutréens français, ils sont effectivement différents du proto-aurignacien français et ils sont aussi différents du site en Jordanie. Première chose. Et ensuite, ce que vous voyez clairement, c'est que le site de Jordanie, il tombe dans la variabilité des sites européens. Et en fait, si on regarde de plus près dans les différents graphes que vous pourrez trouver dans la publication, on se rend compte qu'en réalité, il y a une question de proximité géographique. En fait, le site en Roumanie, il est généralement plus proche de celui de Jordanie. Celui de Roumanie, il est aussi plus proche de celui de l'Italie, et celui de l'Italie, il est plus proche de celui français. Ce n'est pas que l'assemblage français est plus proche de l'assemblage de Jordanie. Donc il y a une question d'organisation dans l'espace, évidemment. Les choses qui sont les plus proches sont aussi les plus similaires. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ce n'est pas le cas quand on regarde la manière dont les objets sont finis. Bon, mais à poursuivre. Donc, avec ceci, je vous ai montré un exemple et une manière de faire sur lequel moi je veux investir du temps afin de pouvoir nous libérer de ces contraintes taxinomiques et afin de pouvoir manipuler de plus grands nombres de données à une plus grande échelle. Donc je conclus. Lorsque j'ai commencé ma thèse, la transition du paléolithique moyen au paléolithique supérieur était souvent envisagée comme un épisode relativement bref, marquant le remplacement des Néandertaliens par les hommes modernes. 25 ans plus tard, cette image a profondément changé. Les données accumulées montrent un monde beaucoup plus diversifié, où les innovations apparaissent à des moments différents, circulent entre les populations et ne se laissent pas facilement enfermer dans les catégories que nous utilisons depuis plusieurs décennies.
Nous sommes ainsi passés d'une vision fondée sur des oppositions binaires à une vision faite de mosaïques techniques, de réseaux de population et d'interactions à grande échelle. Comprendre cette diversité constitue désormais l'un des principaux défis de notre discipline, à mon avis. Cela impliquera probablement de dépasser certaines catégories héritées de notre histoire disciplinaire et de développer des approches plus quantitatives, capables de mesurer les continuités, les variations et les connexions entre populations humaines. Je vous remercie de votre attention.